Chers amis, chers ennemis, on se retrouve pour l'instant critique avec notre polémique de la semaine autour de l'Égypte pharaonique, en compagnie des historiens Violaine Vanoyek, auteur de Aménophis chez Michel Lafon, et Roger Caratini, auteur de L'Égyptomanie, une imposture chez Albin Michel. Bonsoir Violaine, bonsoir Roger. Bonsoir. Allez-y Patrice, moi d'après ce que j'ai compris du débat, c'est que finalement il y a l'égyptologie et l'égyptomanie, c'est ça en gros. C'est vrai qu'il aime bien détruire les mythes. Ah, il s'en est pris à Napoléon, il s'en est pris à Jeanne d'Arc. Je ne suis pas historien, je suis historiologue. Oui, c'est mieux. Voilà, on est dans la nuance. Encyclopédiste, allez, on va dire. Ah non, ça, c'est fini. Oui, alors l'égyptomanie, c'est au fond l'exploitation à des fins commerciales, plus qu'intellectuelles, de la civilisation égyptienne. Mais alors, il s'en tient pas là. Il conteste aussi la civilisation égyptienne elle-même. Il dit d'abord que contrairement à ce qu'on raconte, c'est pas une grande civilisation. Elle n'a apporté que des pierres à l'humanité, pas l'écriture comme Sumer ou les mathématiques comme Babylone. Ensuite, c'est pas une histoire qui était particulièrement créatrice. Alors il raconte d'ailleurs qu'il n'y avait pas de ville, c'était plutôt une civilisation qui n'était pas urbaine. Les femmes, c'est les femmes qui allaient au marché alors que les hommes tissaient et restaient à la maison pour filer et tisser. D'ailleurs, il nous apprend au passage que les hommes urinaient accroupis alors que les femmes urinaient debout. Ah oui, c'est intéressant. C'est sûr ça. C'est dans Hérodote. Il dit, d'abord, en plus, contrairement à ce que disent les égyptomaniaques, on ne sait pratiquement rien de ce qui s'est passé entre le premier pharaon, c'est-à-dire dans les années 3000 avant notre ère, jusqu'au Nouvel Empire, c'est-à-dire en 1500, pratiquement rien. Il nous dit d'ailleurs que les constructeurs de pyramides, Khéops, Képhren, Mykérinos, régnaient sur des peuples de paysans et ont figé la civilisation égyptienne. Et puis, alors, il y a encore d'autres choses. Par exemple, Akhenaton, il dit, contrairement à ce qu'on dit, ça n'a pas du tout été l'initiateur du monothéisme égyptien, mais c'était une sorte de Hitler qui s'en est pris à ceux qui avaient le culte de Amon. Ramsès II, qu'on célèbre comme le plus grand des pharaons, etc. Alors il dit, lui, il a gagné une seule guerre, la bataille de Kadesh, et puis il s'en est glorifié pendant 62 ans. C'est tout ce qu'il a fait. Et puis on pourra ajouter, je ne sais pas, le mystère des pyramides. Alors pour lui, il n'y a aucun mystère des pyramides. Et alors il conclut en disant, voilà, à part l'édification de nombre de temples impressionnants et de complexes funéraires plus ou moins stéréotypés, il ne s'est pratiquement rien passé d'important pendant les 20 siècles du pharaonisme. Et ben voilà. Donc ça, vous dites qu'il y a l'égyptologie qui est une science. L'égyptomanie, c'est tout ce qui s'est créé autour. Bon, je commence par la description du syndrome égyptomaniaque, comme dans les bonnes vieilles questions d'internat. Voilà. Maintenant, on pourrait vous dire aussi, je ne sais pas si on en arrivera à cette conclusion, mais on pourrait vous dire aussi que oui, après tout, c'est comme le Seigneur des Anneaux ou Harry Potter, à ce moment-là, l'égyptomanie. C'est-à-dire que c'est un monde virtuel dans lequel on peut se balader à travers tout un tas de bouquins de Violaine ou de Christian Jacques, et voilà. Oui. Ah non, attendez, alors là je reprends tout de suite. Je ne veux pas du tout être comparé. À qui à Christian Jacques ou à d'autres. Ah bon, moi je pensais que c'était un mec vachement sérieux, Christian Jacques. Ah non, mais attendez. Bon, alors expliquez-nous. D'abord, attendez, Violaine, on va prendre les choses dans l'ordre. Bon, l'égyptologie, ok. Alors l'égyptomanie, lui, il dit que tout ça c'est une invention intellectuelle, virtuelle. Reprenons dans l'ordre si vous voulez. Alors Thierry, d'abord, il faut savoir que j'ai quand même fait plein d'émissions de radio sur l'égyptomanie et l'histoire de l'égyptomanie. Et j'ai donné une interview à Paul Vermus en mai dernier en disant exactement quasiment tout ce qu'il y a dans le livre de Roger Caratini. Je vous dirais que Jean-Hérol Taki a fait des émissions tous les jours pendant 3 ans, n'est-ce pas, sur la guerre franco-allemande à l'époque du nazisme. C'est pas pour ça que c'était vrai. Bon, alors, donc, ce qui est vrai, l'histoire, on ne peut pas le contester. Moi-même, dans mes livres, je parle de la Mésopotamie, je parle de la Grèce. Récemment, j'ai remis en cause la peinture égyptienne en disant qu'il y avait une influence crétoise qui était manifeste, les connaissances des plantes qui viennent également des Crétois. Donc, depuis, on se connaît suffisamment avec Roger Caratini. Il sait très bien que, si vous voulez, moi je suis prof de grec, latin et autres, donc c'est de l'histoire. Donc, on ne va pas remettre en cause l'histoire. Par contre, c'est vrai que j'ai noté, si on veut parler du livre de Roger Caratini, quelques petites erreurs, mais ça c'est quelques petites erreurs historiques, notamment, alors on ne peut pas parler de tout, mais notamment quand on parle de l'époque, par exemple, d'Hatchepsout, quand il nous dit que Toutmosis Ier, le père d'Hatchepsout, a épousé sa sœur, aujourd'hui c'est une thèse qui ne tient absolument pas la route. Quand il dit que Toutmosis II a régné 3 ans, c'est absolument faux, on est revenu dessus également, mais pire, quand il dit que Toutmosis III est par exemple le fils
fils de Toutmose II et d'Hatchepsout. Ben non, il n'a jamais été le fils de Toutmose II et d'Hatchepsout. Alors on va pas. Non, attendez, non, je veux pas que le débat. Non, ça c'est le grave. Non, le danger de ce genre de débat, c'est qu'on se met sur un H-Trépoutre là et puis on y passe une demi-heure. Donc, on va pas faire ça ici, en tous les cas pas avec moi. Non, je voudrais que. Est-ce que dire qu'il y a quelques petites erreurs historiques, mais en gros, si vous voulez, moi c'est une thèse dont j'ai parlé il y a des années. Il est certain qu'il faut rendre à César ce qui est à César. C'est une civilisation qui n'a aucun intérêt. Ne mélangeons pas tout, Patrice, je vous connais. Non, c'est pas ce qu'on dit. On dit tout simplement non. Et c'est vrai que la médecine, c'est pas les Égyptiens qui l'ont inventée, l'écriture, c'est pas les Égyptiens qui l'ont inventée. Ne mélangeons pas tout. En revanche, quant à dire que ce n'est pas une civilisation, quant à dire, comme dit Roger, d'ailleurs en se contradisant à un moment, qu'il y a eu certes des guerres pendant cette période, mais à la conclusion, il dit finalement, il n'y a pas eu beaucoup de guerres, c'était pas très intéressant. Mais c'est d'autant plus impossible que le système égyptien ne fonctionne que par les guerres. C'est un système qui ne tient pas la route. Pourquoi ? En deux mots. C'est un dieu, qu'importe Amon, Ré ou autre, qui a donné la terre au pharaon, qui lui-même le donne à différentes personnes et qui donc est tenu de la rendre au dieu intacte ou agrandie. Et pour l'agrandir, eh bien, il faut de l'argent. Et pour avoir de l'argent, il faut faire des guerres et donc rapporter énormément de butin. Et quand ces butins n'arrivent pas, eh bien, il y a des grèves, comme aujourd'hui. Les ouvriers font des grèves parce qu'ils n'ont pas leur salaire, etc. C'est un système qui, déjà au départ, ne peut pas fonctionner. Donc, quand j'ai dit finalement, il n'y a pas eu beaucoup de guerres ou pas de guerres importantes, malheureusement, il y a forcément des guerres. Au-delà de ça, c'est sans doute il dit ça, mais c'est pas le plus important. Il dit... Il y a l'Égypte ancienne, mais c'est une civilisation qui n'est pas plus importante, en tous les cas, qui est beaucoup moins importante que la Rome antique ou la Grèce antique. Hein, que la Mésopotamie. Que la Mésopotamie, premier point. Deuxième point, bon, l'égyptologie, ça existe, mais l'égyptomanie, c'est un business. D'abord, les gens qui sont allés servir, les gens qui sont allés servir pour piquer les antiquités jusqu'à l'arrivée à peu près de Nasser. Par exemple. Voilà. Et ensuite, maintenant, c'est un book business. C'est-à-dire qu'il y a des gens comme vous, comme Christian Jacques, excusez-moi, qui font des bouquins sur l'Égypte et qui prennent plein de pognon en racontant des trucs. Parce qu'en fait, ce qu'il dit, lui, il dit on n'en sait rien. Lui, ce qu'il dit, on n'en sait rien. Il dit quand vous dites que machin, ce jour-là, est allé voir le grand prêtre, machin, on n'en sait rien. Voilà. C'est virtuel. Attendez, j'écrivais dans un article dans VSD au mois de mai que je dénonçais ceux qui écrivaient sur l'Égypte sans arrêt pour se faire du pognon. Alors vous n'allez pas me le reprocher à moi. Moi j'écris, je travaille sur place, j'y vais tous les mois et je fais des recherches. À partir de là, après j'écris des livres. C'est le 40e livre que je sors, pas forcément sur l'Égypte, sur l'Antiquité. Et j'ai sorti des livres hyper compliqués, comme par exemple l'histoire des Sévères, des choses invendables. Je cherche pas du tout à faire on a bien compris. Avec donc vous êtes égyptologue, vous n'êtes pas égyptomane, on pourrait dire, voilà. Bah oui, et donc je dénonce moi-même l'égyptomanie. Bon, d'accord. Alors, faire un roman, c'est de l'égyptomanie ou c'est de l'égyptologie? Écoutez, deux choses, c'est simple. À partir de mon travail sur Aménophis, qui est un travail d'historienne, j'ai écrit des articles d'archéologie extrêmement pointus. J'ai écrit des livres d'histoire et j'ai fait un roman. Pourquoi? Pas du tout pour gagner de l'argent, parce qu'à un moment donné, il faut, comme je fais des émissions de télé, comme je fais des émissions de radio, se mettre à la portée de tout le monde. Et j'estime que monsieur tout le monde, eh ben, il faut lui parler normalement, je veux dire, avec des mots de tous les jours. Et pourquoi l'exclure? Pourquoi se mettre dans un ghetto d'initiés et ne pas donner accès aux autres? Alors Roger, je me tourne vers vous maintenant. Donc on a bien compris votre point. Mais c'est vrai, non, c'est vrai que c'est un business énorme. Je ne sais pas pourquoi vous ne voulez pas qu'on vous compare à Christian Jacques. Pourquoi? Pas mal. Ah non, mais bon, parce que moi je ne sais pas, je n'ai pas lu Christian Jacques. Donc ils ont le même rapport à l'histoire. Il y a l'histoire, il y a le roman historique et il y a l'historiologie. Ce sont deux choses distinctes. L'histoire, elle est faite de recherches, de documents, ce que sait faire parfaitement Hélène, aller chercher, trouver et réunir et voir ce qu'on peut en tirer. L'égyptomanie, n'en parlons pas, on a à peu près vu ce que c'était. L'historiologie, ça consiste à réfléchir sur cette histoire. Est-ce que cette histoire qu'on me présente, elle est importante ou pas importante? Elle est fondamentale dans la grande aventure de l'humanité ou elle est accessoire? Est-ce que... Bon, c'est ça qui est intéressant. Or, moi, je pense que ce qui s'est passé en Égypte pendant les 2500 ans de pharaonisme, ça n'a pas été important pour l'histoire de l'humanité pour deux raisons.
Premièrement, parce que l'Égypte, contrairement à ce qu'on croit, n'est pas un pays, mais une île, une espèce de Corse. Avec cette différence, il n'ai jamais rien passé en Corse, vous comprenez? C'est une île. Votre naissance. Non, ce n'est pas pareil. Ah oui, en plus. Ouais. C'est une île en ce sens qu'il y a d'un côté la mer, de l'autre côté des déserts qui quand même sont difficiles à franchir. Et même lorsqu'on est sorti de l'Afrique et qu'on se trouve du côté de la Palestine, c'est encore des déserts syro-palestiniens. Par conséquent, elle est en dehors d'à peu près toutes les influences historiques possibles. Donc c'est difficile d'évoluer dans l'histoire si on n'a pas d'influence historique. Ça, je suis pas d'accord. Mais enfin, c'est une idée. Mais ça, c'est une thèse, ça n'est pas un fait. Elle est quand même très isolée. Alors, elle a été moins isolée, paradoxalement, à l'époque prédynastique. La prédynastique, c'est ce qui est juste avant les pharaons et après la préhistoire. Oui, c'est un moment assez difficile à trouver. Là, effectivement, les gens bougent, parce que c'est la grande période du nomadisme. Alors, c'est vrai. C'est vrai qu'on va trouver, les égyptologues l'ont montré il y a déjà 50 ans, on a trouvé des vases à anse ondulée, par exemple, qui étaient typiquement mésopotamiens et qui ont fait penser, d'ailleurs Vautier le dit déjà en 1937 dans son gros livre, c'était le grand égyptologue français de l'époque, l'influence est là. De même, en ce qui concerne... Donc vous dites, l'Égypte, de toute façon... tout ce qu'on nous raconte, c'est bidon parce que c'est romancé, c'est de la fabulation. Et puis même, si on prend sur le plan alors là, de l'égyptologie et non plus l'égyptomanie, il ne s'est pas passé grand-chose. Voilà. Il y a surtout deux autres éléments quand même sur lesquels je veux insister, ce sont les suivants. À partir d'Alexandre le Grand, on est parti cette idée, s'est développée cette idée que les Égyptiens avaient des connaissances extraordinaires en mathématiques, en médecine, en astronomie, etc. En réalité, on a... Si vous prenez par exemple les mathématiques égyptiennes, on dispose de 4 papyrus, en tout et pour tout, égyptiens, qui ne sont pas très grands d'ailleurs. Et Louis Powell, qui avait trouvé une pile électrique, alors lui, dans le... Powell, c'est un poète. Ouais. Mais, non, c'est vrai. Bon, bien, donc ok, donc vous dites, même si c'est... Voilà. Alors, quand même, vous pensez quand même que cette civilisation... Je trouve que Roger, mais on le connaît, exagère un petit peu tout de même. Des 4 papyrus mathématiques, moi j'ai 100 000 briques cunéiformes à donner en échange, et alors là on a tout, on a les équations, on a les fonctions, on a les logarithmes, on a les exponentielles. On parlait de la Mésopotamie, là. Oui, alors prenons par exemple la médecine. C'est vrai que sur la médecine, on peut dire les Égyptiens ont tout inventé, mais quand on regarde les papyri, donc sur la médecine, bon, bah, c'est plus des papyri de magiciens. Bon, il faut bien le reconnaître quand même. Il n'y avait pas d'actes chirurgicaux à l'époque. Déjà, même au 5e siècle, à Kos, en Grèce, on a retrouvé des appareils pour opérer, mais il est évident que bon. Mais, alors qu'on a des briques cunéiformes dans lesquelles on a la méthode clinique qui vous est proposée. Violaine ne vous a pas interrompu, monsieur Caratini. Voilà, exactement. D'un autre côté, bon, Roger va jusqu'à la caricature, et c'est vrai qu'on ne peut pas dire que ce n'est pas une civilisation. Alors, par contre, où je ne le rejoins absolument pas, c'est justement quand il parle d'influence. Parce que, et là j'en viens, je suis désolée un petit peu aussi à mon ami. Mais vous avez bien raison. C'est justement sous cette dynastie-là, donc on est au 15e siècle avant Jésus-Christ, c'est la 18e dynastie, c'est justement la période où les échanges se sont multipliés, tant avec les autres pays. Alors les autres pays, Mésopotamie, enfin qui était donc le Mitanni plus précisément, avec pourquoi pas les Hittites, puisque les Hittites après avoir disparu réapparaissent, avec les Nubiens, avec donc différents, enfin ce qu'on appelait le grand royaume asiatique, l'actuel Syrie, Liban, etc. Et donc c'est très très intéressant. Pourquoi? Parce qu'on en arrive au monothéisme. Et moi je remets en cause, et vraiment là je hurle, et d'ailleurs on se rejoint, je hurle contre les gens qui schématisent au point de dire Akhénaton, Amenophis IV, est le grand initiateur du monothéisme, et c'est à partir d'Akhénaton que l'Égypte est devenue monothéiste et le monde entier. Il est évident que tous les peuples anciens avaient en germe un monothéisme en eux, puisqu'il y avait toujours un dieu primordial. Ils avaient un dieu, donc tout le monde était monothéiste à sa façon. Il y avait un dieu primordial, et petit à petit, l'influence des peuples asiatiques s'est faite sur l'Égypte, et c'est vrai que d'ailleurs les Hébreux se sont même installés à cette période-là, donc en Égypte, et c'est vrai que peu à peu, on voit s'installer un monothéisme qui est très très présent sous toute Moses IV, le père d'Amenophis III, et qui va vraiment éclater à l'époque d'Akhénaton, qui est le fils d'Amenophis III. Et donc là, je rejoins effectivement encore une
Très bien. Caratini. Alors, je vais montrer le livre de Roger Caratini, parce que Roger Caratini, là où il est très malin, c'est qu'il fait un livre pour balancer sur l'égyptomanie, mais son livre a une couverture de livre égyptomane. Hein. C'est ce que je lui dis, ouais. il cherche à vendre, Caratini. Alors, je proteste fondamentalement. Comme il écrit un livre tous les mois, voilà celui du mois prochain. Les mathématiciens de Babylone, voilà. Dans le livre, et Dans votre bouquin, il y a une couverture de livre... oui, on dirait un livre de Christian Jacques. On dirait un livre de Christian Jacques, je le remontre à la Mais caméra. oui, mais ce sont les éditeurs qui font ça parce qu'ils veulent Ah, vendre. le pauvre ouvrier pour Moi, j'ai rien, pas écrit d'accord. ça pour vendre. D'accord, J'ai il n'a écrit pas ça écrit pour ça pour dire. vendre, c'est sûr. Bien. Le livre de Violaine, maintenant. J'ai appris des J'ai trucs. pris à quand le livre sur l'Égypte? Merci à tous les deux, en tous les cas. RDRG, c'est fini pour aujourd'hui. Chers ennemis, au revoir. Demain, best-of de la semaine, à lundi 18h50, pour un nouveau numéro du seul JT de la culture Pomme Cul.